Bonjour Marc, Bonjour. merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Je vais d'abord vous rappeler un petit peu votre parcours avant de vous interroger sur... ton parcours, pardon. T'as de mal à dire tout, hein? Ouais, j'ai du mal. Ouais. Ça passe pas, hein? Non. Ouais. Alors Marc, toi tu as débuté le théâtre en Angleterre en 86, à 13 ans, jusqu'à 18 ans avec un professeur qui était surtout un féru d'improvisation. Et ensuite tu es allé à l'université de York, étudier le cinéma, le théâtre, la télévision. Du coup tu as découvert d'autres genres de théâtre, mais tu as commencé, c'est la première fois que tu as enseigné l'improvisation à d'autres étudiants. Et ensuite, en 96, tu as rencontré du coup ta future femme qui était une Française avec qui tu as traversé la Manche pour venir chez nous. Et aujourd'hui, tu fais partie des patriarches, on dit, de l'improvisation à Paris. Ouais, je suis vieux. Alors justement, on va parler de ça. On va parler un peu de l'improvisation de manière générale et à Paris. Aujourd'hui, Marc, comment est-ce que tu définirais ton style de jeu? Est-ce qu'il y a eu une évolution entre le tout début à 13 ans du coup et maintenant? Ouais, forcément, il y a une évolution. Je joue pas nécessairement de la même façon, mais en même temps, je crois que j'essaye de garder l'étincelle de ce qu'on a quand on découvre l'improvisation. Et ce qui était très très fort quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à l'âge de 13 ans avec mon professeur d'improvisation de théâtre à l'école, c'est l'insouciance en fait. On avait 13 ans, 14 ans et on a cette prof qui nous dit vas-y, fais ci, fais ça. Et on a suivi sans trop réfléchir, sans se poser des questions. Et ça en fait c'était une grande source de liberté et de créativité. Et je crois que j'essaie de toujours garder ça aujourd'hui. Ça, c'est très important, de retrouver cette liberté et de la créativité qu'on avait quand on suivait son réfléchir. Après, mon jeu, j'espère, il a forcément évolué avec les années, avec ce que j'ai acquis et appris à travers différentes personnes et différentes expériences de spectacle aussi. Donc, j'espère que j'ai mûri et j'ai évolué, mais en essayant de garder cette étincelle de liberté. Et donc dans cet apprentissage justement, est-ce qu'il y a des expériences qui ont été clés, qui ont été des moments où justement vous avez pu un peu changer de style et où vous avez trouvé ce que vous vouliez devenir? Oui, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a la rencontre avec certains d'autres professeurs d'improvisation. Le jour où j'ai commencé à travailler, où j'ai travaillé avec Keith Johnston, ça c'était forcément un moment fort. On a lu son livre le jour où finalement je l'ai vu et j'ai travaillé avec lui. Et ça forcément, c'est important. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui change en toi et dans ta vision des choses. Donc ça, c'était fort. Et il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées aussi comme ça, comme Christopher Vogler aussi. Le jour où j'ai travaillé avec lui, c'était fort. C'est les gens qui mettent des mots sur des choses que tu sais, mais tu sais pas les exprimer, et finalement, ils te donnent le mot pour l'exprimer, et donc ça, c'est très libérateur. Et après, il y a des spectacles aussi, il y a des spectacles que j'ai faits, et les gens avec lesquels j'ai travaillé, The Unprofessionals, quand on a commencé à travailler, c'était aussi une espèce de révélation, juste parce que ça fonctionnait tellement bien, et on avait une telle énergie de soif d'improviser que c'était très fort. Et puis certains spectacles qu'on a fait aussi, ou à travers des spectacles, j'ai découvert certaines choses, je me suis poussé un peu dans certaines directions qui a fait que ça aussi a évolué. Donc c'est une accumulation de plein d'expériences, de spectacles, d'ateliers, de rencontres. Mais justement, tu as parlé de Johnston et de Vogler justement, et c'est alors chacun l'un après l'autre, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté exactement? C'est quoi la marque de fabrique Johnston? Parce que je l'ai vu partout, je l'ai lu partout, et c'est difficile de comprendre quand on est... Oui, je pense Johnston, sa vraie force, déjà il était le premier de vraiment mettre en pratique et en mots dans le livre qu'il a écrit certaines notions d'improvisation qui sont vraiment éternelles et qui sont devenues un peu le concept phare de l'improvisation. Une de ces grandes notions, c'est cette notion de l'échec. Que la mise en danger, qu'on te mette sur scène pour que en fait tu vas foirer, tu vas rater et tu vas probablement casser ta gueule, mais c'est pas grave. Et cette notion qui est très ludique en fait, de se mettre devant d'autres personnes en sachant que tu vas probablement rater et ce n'est pas grave,
Ça, c'est quelque chose de très johnstonien. Et lui, il a devenu vraiment un vrai avocat pour cette vision de la scène, qui est très important parce que c'est une vision qui rend la scène, en fait, un endroit très créatif où l'artiste est plutôt libre. Au lieu de rentrer sur scène en ayant peur et en jouant sur la sécurité et en se protégeant, en fait, Johnston a vraiment essayé de libérer la créativité de ces artistes en leur disant que tu vas aller sur scène, ça va foirer, on s'en fout. Et c'est pas grave. Et une fois que tu peux te mettre dans cette logique que j'y vais, je vais voir ce qui se passe, et si c'est nul, c'est pas grave, en fait, tu te débarrasses de beaucoup de barrières que tu te mettes naturellement pour te protéger et être moins créatif, en fait. Donc, Johnston, je pense que ça, c'est un de ses grands apports. Après, il a plein d'autres choses qu'il a fait aussi sur la notion de status, son travail avec des masques, il y a énormément de choses. Et après, il a plein de petits outils qu'il a mis en place qui sont aussi très importants. Mais ouais, je pense que s'il y a une chose peut-être clé, c'est cette vision de la scène où on approche de scène sans peur, en fait. De se débarrasser de la peur, qui est une des choses les plus difficiles à faire pour tout le monde, quel que soit le type de théâtre qu'on fait, mais surtout qu'on improvise. Et ça, quand tu es arrivé à Paris, ça n'existait pas parce qu'on me dit que Johnston, c'est l'Angleterre. Johnston, en fait, il est anglais, mais après, il est parti dans les années 70, si je ne me trompe pas, au Canada. Et il vit toujours au Canada aujourd'hui, à Calgary. Donc, il est anglais d'origine. Et c'est sûr que ce qu'il a enseigné a frappé surtout le monde anglophone. Surtout que son livre était publié en anglais, tout ça, etc. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en France, en 96, il n'était pas connu du tout, très très peu connu, mais vraiment il fallait être une espèce de dingue de l'impro qui osait lire en anglais en plus parce que son livre n'existait pas en anglais. Et puis aussi à l'époque, il avait la barrière de la langue, et puis il n'avait pas l'internet non plus, il n'avait pas toute cette communication globale où on découvre les informations un peu partout dans le monde, donc il n'était pas connu, non. Et donc c'est vrai que quand je suis arrivé en France et j'ai commencé à parler de Keith Johnston, les gens me regardaient un peu bizarrement, on se dit c'est qui ça, je ne sais pas de qui tu parles, donc oui, c'était un peu bizarre au début. Et aujourd'hui, c'est un des maîtres à penser de... Aujourd'hui, oui, les choses ont vachement évolué. Et maintenant, en France, on a découvert Johnston à travers plusieurs choses qui se sont passées. Et oui, aujourd'hui, il est connu et bien respecté. Et puis oui, son livre est important aussi maintenant en France parce qu'il existe en français maintenant. Et donc oui, les gens maintenant le reconnaissent bien en France comme quelqu'un de très important dans l'univers de l'improvisation, oui. Et alors Johnston, ok, maintenant Vogler, qu'est-ce qui vous a... Il a changé un peu, boosté votre style de jeu? Oui, Vogler c'était spécial parce qu'en fait, j'y croyais pas du tout dans son logique. Je trouvais son truc nul en fait. C'était la logique de toute cette idée, le voyage du héros. Cette notion de comment fonctionne une histoire, le schéma d'une histoire qui est le schéma général qui s'applique à toutes les histoires, grosso modo. Et c'est vrai en tant qu'improvisateur, pendant très longtemps j'ai rejeté ça parce que les improvisateurs, on aime se sentir libre. On aime sentir qu'on est libre de raconter tout ce qu'on veut et qu'on ne suit pas un schéma et tout ça, etc. Et un jour, j'avais juste l'opportunité d'aller voir une de ses conférences à Paris. Il avait une conférence de 3 jours. Et c'était gratuit parce que c'était via la AFTAS. Donc je dis, écoute, voilà, pourquoi pas, c'est gratuit, j'ai rien à perdre. Et je me suis dit, si je me fais chier, de toute façon, c'est gratos, j'ai rien perdu. Et non, mais rapidement, au bout de 2-3 heures, le matin même, en passant 2-3 heures avec lui, son discours, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui parlait de l'improvisation. Il n'arrêtait pas de parler de le fait qu'une histoire doit être organique, de la spontanéité, la notion qu'une histoire c'est instinctive et que c'est pas défini par une formule ni un schéma. Et en fait, rapidement, il m'a vendu sur le truc, il n'y a pas de doute. Parce qu'en fait, pour moi, et c'est que je crois Vogler essaye d'expliquer, c'est que le voyage du héros, oui, c'est un schéma, mais c'est obligé d'être une espèce de schéma, une formule, si tu veux, en 12 étapes, juste pour pouvoir le présenter sous une forme. Après, cette forme, en fait, c'est pas le but final de le voyage du héros. C'est une façon de présenter les choses pour qu'on puisse le comprendre, mais après, il faut le détruire, il faut le casser, il faut le bouger, il faut jouer avec. Et surtout, ce qui m'a marqué, c'était cette notion que le voyage du héros, ça suit juste naturellement nos instincts humains de ce qu'on attend d'une histoire. Et ça, pour l'improvisation, je trouvais ça très intéressant, surtout quand on fait des improvisations longues, qui vont durer peut-être 30, 40 minutes, 1 heure et demie, où
le souci, c'est de pouvoir tenir une histoire sur la durée. Et donc, de revenir sur une notion d'histoire qui, en fait, est instinctive en nous et que tout le monde connaît, que ce soit le spectateur ou le comédien, ça, je trouve ça intéressant de commencer à travailler sur ça. Donc, il m'a apporté cette vision-là. Et alors, en complément de tout ça, aujourd'hui, est-ce que toi, tu as des souhaits d'évolution? Tu as envie d'aller dans une direction Il y a des choses qui t'intriguent aujourd'hui et que tu as pas... Ah oui, il y a toujours plein de choses à faire. Je pense qu'on n'a jamais fait le tour de la question. J'ai toujours envie de continuer à creuser cette notion de narration en longue forme. C'est vrai que là, en ce moment, je l'oriente beaucoup autour de le travail de Vogler. Et moi-même, dans l'enseignement, je pense que j'évolue tout le temps. Je fais beaucoup d'ateliers dans l'année et chaque fois, moi aussi, j'apprends, j'ajuste et j'évolue dans ma pensée. Donc, l'idée, c'est de continuer à creuser ça et essayer de trouver le meilleur moyen de le rendre le plus efficace, le plus utile, le plus abordable et en même temps le plus flexible. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui devait être applicable à plein de choses en fait, que ce soit l'impro, le théâtre classique, l'écriture de scénario ou n'importe quelle forme de spectacle en fait. Donc j'essaie de vraiment continuer à creuser ça. Je travaille aussi beaucoup plus sur le masque, parce que le masque c'est quelque chose de nouveau en France. Et le type de masque que je fais spécifiquement, après il y a plein de spectacles de masque en France et plein de gens qui travaillent le masque, mais la technique que j'ai qui est le transmasque, c'est assez nouveau et récent. Et donc, j'essaie de aussi faire évoluer ça et commencer à créer le groupe de personnes qui commencent à travailler sur ça aussi, pour que je ne suis pas le seul à le faire, il y a d'autres personnes qui commencent à justement, on va parler de ça. On va parler de vos techniques de travail avec les masques et le long forme dans la seconde partie de cet échange. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les ateliers, les différents ateliers entre le transmasque, le long forme et tous les autres d'ailleurs, que tu proposes sur la plateforme et voilà. Alors, les ateliers que je propose sur Viviato, pour l'instant, cette saison et probablement la saison prochaine, j'ai pas mal d'ateliers autour de transmasque. Alors, transmasque, c'est une technique de masque assez spécifique qui a été inventée par Keith Johnston, justement, notre fameuse Keith. Et c'est une technique qu'il a créée même avant qu'il a vraiment travaillé sur l'improvisation. Il a un peu créé ça par hasard parce qu'un jour, quelqu'un lui a filé quelques masques. Il a dit, vas-y, si tu veux, tu fais quelque chose avec, sinon tu le jettes. Et puis, il a un peu lui-même créé une façon pour travailler ses masques et créer des personnages spontanément avec ses masques. Donc, c'est une technique peu connue qu'il a fait des spectacles avec dans les années 60-70. Puis après, pendant longtemps, il a un peu laissé tomber. Et puis, il y a un de ses élèves qui s'appelle Steve Jaron, qui dans les années 90 a commencé à reprendre le flambeau. Et Steve, maintenant, il tourne dans le monde. Et moi, j'ai appris avec Steve, qui est venu à Paris pendant plusieurs années de suite. Et donc maintenant, moi, j'enseigne cette technique en France. Donc, c'est vrai que c'est peu connu. On doit être en Europe, je sais pas, une poignée de gens qui travaillent cette technique. En France, je sais que je suis le seul qui fait ça régulièrement en français, cette technique. Et c'est l'entrée de le masque, il y a deux types de masques. Il y a le masque plein qui couvre tout le visage, donc il ne parle pas. Et il y a le demi-masque qui prend la moitié, mais la bouche est disponible, donc c'est un masque qui peut parler. Et tous les deux se travaillent d'une façon extrêmement différente. Et c'est des énergies et c'est une notion de jeu très différente. Mais tous les deux travaillent sur cette notion de l'instant présent, de vivre chaque instant pleinement. Le masque vit quand le masque est dans le présent. Si le comédien dans le masque est en train de réfléchir à ce qu'il doit faire après ou ce qu'il vient de faire, le public voit juste quelqu'un avec un truc un peu bizarre sur la gueule. Et donc, c'est un travail sur vraiment rester dans l'instant présent, vivre chaque instant émotionnellement et corporellement le plus pleinement possible, et à travers ça, de se laisser aller à la chose qui vient, de se laisser ouvrir et de se rendre vulnérable à un certain niveau à les choses qui peuvent nous traverser, les émotions, le ressenti, les choses comme ça, mais de le laisser sortir et de le vivre pleinement. Et donc, c'est un vrai travail sur une notion de spontanéité pure et un vrai travail sur le lâcher-prise. Deux choses qu'on parle beaucoup dans l'improvisation, lâcher-prise et spontanéité, mais après, de le faire, c'est autre chose. Mais le masque, ce qui est bien, c'est que le masque t'oblige de le faire. Tu ne peux pas y échapper. Donc, c'est un outil qui est vachement bien pour ça, pour travailler cette notion-là.
Même si après on ne travaille plus jamais le masque, ça peut déjà nous faire vivre les expériences qui peuvent nous aider à nourrir notre jeu ailleurs, que ce soit dans l'impro, dans le théâtre classique, dans le cinéma, la télévision, tout ce que tu veux. Donc voilà, donc c'est un travail sur cette technique de masque là. Les autres ateliers que je fais en ce moment, je fais pas mal d'ateliers sur la narration en longue forme, donc l'idée de comment fonctionne une histoire et comment on peut tenir une histoire quand on l'improvise sur peut-être 40 minutes, 1 heure et demie, quelle que soit la durée du spectacle. Et donc là, je suis vachement inspiré par la notion de le voyage du héros, qui à l'origine vient de Joseph Campbell. Et moi, j'ai travaillé avec Vogler sur son adaptation. Et après, moi, j'ai fait mon propre adaptation qui est applicable à l'improvisation. Donc j'essaie de prendre les notions de le voyage du héros et à travers ça, prendre les éléments clés qui peuvent nous aider quand on improvise. Parce que ça ne sert à rien d'essayer d'avoir les 12 étapes de le voyage du héros en tête quand on improvise, parce que tu vas juste suivre une espèce de schéma, et donc tu perds en créativité et spontanéité, et ça n'intéresse personne de voir quelqu'un qui suit une espèce de schéma. Donc j'essaie de trouver là-dedans les astuces et les idées qui nous aident à suivre nos propres instincts, parce qu'on sait tous exactement comment ça fonctionne le voyage des héros. Quand je le raconte aux gens, ils sont tous là, ils font ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui, parce qu'on a tous vu les millions d'histoires qui utilisent cette schéma en fait, ou qui représentent cette schéma. Et donc on sait exactement comment ça fonctionne, et le public sait exactement comment ça fonctionne aussi. Et c'est ça qui est important pour moi à comprendre, c'est que quand le public s'assoit dans une salle, ils s'attendent à une histoire, et en fait, sans le savoir, inconsciemment, ils vont suivre les instincts, et leurs instincts vont les amener dans cette notion de le voyage du héros. Donc à un certain niveau, c'est juste essayer de réussir à faire instinctivement ce qu'on sait on doit faire et ce que le public attend d'une histoire. Et donc, beaucoup le travail, c'est en fait se débarrasser de les choses qui viennent quand on est un peu stressé ou quand on essaie trop de raconter, et juste essayer de revenir sur nos instincts et d'essayer de voir ce qui se passe sur scène comme le public le voit. Parce qu'en fait, quand tu es dans le public, tu vois tout. Tu comprends toute l'histoire. Tu commences à voir une scène, tu commences à comprendre qui avec qui. Lui, il est un peu comme ça. Lui, il aime bien elle. Et apparemment, lui, il a envie de faire ça. Tu comprends tout parce que c'est ton travail. Ton travail, c'est de comprendre l'histoire. Le problème, c'est que quand tu improvises, tu vas passer une chaise confortable dans le public à quelqu'un sur scène qui est en train d'improviser une histoire. Donc, tu as fait un voyage de peut-être 5 mètres, mais soudainement sur scène, tu sais rien. Tu sais plus ce qui se passe. Et c'est parce que tu es tellement pris dans la pression de raconter que tu oublies de juste voir les évidences de ce qui se passe. Et ces évidences, en fait, ton histoire est là. Donc j'essaie d'utiliser le voyage du héros pour révéler les évidences sur scène aux improvisateurs qu'ils ont juste à suivre pour raconter une histoire. Et ça, c'est un enseignement, c'est un atelier assez singulier à Paris, où vous êtes plein Je crois que je suis le seul de faire un atelier aussi pointu sur la notion d'utiliser le voyage du héros. Après, je sais qu'il y a d'autres improvisateurs qui s'inspirent du voyage du héros dans diverses façons dans leur travail, mais de vraiment dire très clairement, ok, on va travailler la narration et on va appliquer le voyage du héros à la narration. Je crois que je suis à peu près le seul de faire un atelier aussi peut-être clairement sur ça. Et d'ailleurs aussi, je crée beaucoup d'ateliers. J'ai pas mal de gens qui me contactent pour me demander les ateliers spécifiques sur le sujet ou les thématiques spécifiques. Donc ça, c'est quelque chose, je suis très ouvert. Si les gens me contactent via le site de Viviato en me disant, écoute, nous, on aimerait bien travailler telle thématique ou tel sujet. Moi, je suis très ouvert à venir et créer les ateliers aussi par rapport à les demandes spécifiques. Ok. Et alors toi, comment est-ce que tu es devenu formateur ? C'était logique après un enseignement de 13 à 18 ans honnêtement, de transmettre à nouveau Oui, honnêtement, c'est juste que j'ai toujours fait ça. Même à l'école, quand j'avais 16 ans, pour se marrer, on allait dans l'école en face et on donnait les cours. Donc, en fait, j'ai toujours un peu enseigné comme ça. Et puis j'ai jamais arrêté. Et comme tu avais dit, quand je suis allé à l'université, j'ai enseigné l'impro à mes potes aussi. Donc en fait, j'ai toujours enseigné, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours enseigné les ateliers et essayé de faire passer des choses. Et c'est juste, j'ai jamais arrêté en fait. Et après, avec chaque étape, avec divers groupes, j'ai trouvé d'autres moyens d'enseigner ça. Et donc en fait, ton enseignement a suivi tes différentes... Ah oui. Ça a évolué quoi. Oui, ça a commencé quand j'avais 14
14-15 ans et puis j'ai pas arrêté d'enseigner et transmettre pendant toute l'évolution de mon impro, oui. Et alors aujourd'hui, comment tu appréhendes justement de former les jeunes, enfin... Comment j'appréhende à former les gens? Tu veux dire comment je prépare mon atelier ou qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que t'envisages une nouvelle pédagogie, une nouvelle façon d'enseigner? T'es toujours en évolution, tu regardes encore à droite à gauche? Ouais, ça je pense que ça c'est la chose la plus compliquée quand on enseigne, c'est de se renouveler et de pas se trouver dans un creux à un moment donné où on a l'impression de toujours enseigner la même chose. Et c'est vrai, c'est compliqué parce que surtout quand tu le fais pendant tellement d'années et quand tu le fais très régulièrement, parce que forcément on est amené à grosso modo enseigner le même type de sujet ou la même thématique très régulièrement. Donc oui, j'essaie de me mettre en danger aussi régulièrement et de pas juste... Forcément, j'ai évolué, donc j'ai quand même un certain processus et j'ai plein d'exercices que je connais, que j'aime bien. Mais la difficulté, c'est pas juste reproduire les exercices que je connais bien. La difficulté pour moi, c'est toujours de aussi chercher à faire les choses différemment ou d'amener les choses différemment. Donc moi aussi, dans mes ateliers, je me mets à l'épreuve à chaque fois de ne pas toujours faire la même chose et de m'obliger moi-même à pousser encore plus loin la logique de ce que j'enseigne pour essayer de voir s'il y a une limite de ce que j'enseigne ou si je peux juste continuer à découvrir de nouveaux terrains dans l'enseignement. Mais ça change tout le temps. Et alors justement, est-ce que vous avez pu observer un élève qui dépasse le maître? Il y en a qui vous ont surpris et qui... Honnêtement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Oui, il en a un paquet. Parce que j'enseigne à Paris maintenant depuis 17-18 ans et il y a énormément de gens que j'ai vus en tant qu'élèves. J'ai envie de dire quand ils étaient petits, mais c'est pas ça, c'est quand ils étaient plus jeunes, on va dire, que j'ai eu en tant qu'élève ou que j'ai croisé dans les ateliers ou qu'ils ont passé dans mes cours, des choses comme ça, qui aujourd'hui, ils ont leurs propres spectacles, ils ont leurs propres troupes, ils ont leurs propres formations même. C'est ça qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on voit les gens qu'il y a 10-15 ans ont donné des cours et aujourd'hui, c'est eux qui donnent le cours, c'est eux qui font leurs propres spectacles. Et donc, oui, il y a énormément de gens que j'ai vus évoluer, changer, et maintenant, ils partent sur leurs propres voyage, oui. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un professeur qui t'a particulièrement marqué, ou plusieurs d'ailleurs, mais que j'ai eu moi? Ouais. Après oui, c'est les trois grandes références que j'ai eues. Donc c'était mon prof de théâtre à l'école, Richard Wheel, après Keith Johnston et Christopher Vogler, forcément. Mais après c'est une collection de plein d'autres. Il y a énormément de gens qui sont passés par ici, que ce soit Steve Jarron pour les masques, Patty Styles. Oui, j'ai pris le cours avec plein de monde qui ont passé par ici, qui sont des improvisateurs aussi connus un peu sur le domaine international. Et chaque fois que quelqu'un passe, Tim Carroll aussi, c'était très intéressant. C'était un metteur en scène anglais qui travaille pas nécessairement dans l'impro, mais il est un proche de théâtre où il aime jouer avec les notions de spontanéité et de travailler avec lui, c'était très riche aussi. Donc, il y a plein de... L'avantage d'être à Paris, c'est qu'il y a plein de gens qui passent. Et quand tu invites quelqu'un, tu dis, tu veux venir à Paris? En général, il dit, oui. Et donc, on a j'ai l'avantage d'avoir vu plein de gens et ça, forcément, ça enrichit énormément. Et est-ce que tu as une anecdote là, qui te viendrait spontanément en tête sur un beau moment particulier que tu as vécu sur scène ou un public qui était particulièrement réceptif, qui s'est pris? Alors j'imagine qu'il y a eu des dizaines et des dizaines. Il y a plein de moments, mais je pense que dernièrement, avec mon spectacle Trio, j'ai eu le moment très fort. Parce que c'est un spectacle, je fais monter le genre de public sur scène et ils jouent avec moi pendant 1 heure. Donc, il y a un homme et une femme qui vont être choisis. Je prends le gens, je ne laisse pas le choix, il vient. Et après, en fait, on va raconter une histoire pendant 1 heure et c'est eux l'héros de l'histoire. Et donc, ils vont vraiment jouer parce qu'au début, ils pensent qu'ils vont faire 5 minutes de scène et moi, je fais tout le reste. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont être sur scène tout le temps. Et ils vont vraiment jouer tout le spectacle. Et il y avait une femme qui était géniale. C'était toute une histoire, c'était une espèce de délire super-héros, je sais pas. C'était un peu le Gardien de la Galaxie, mais improvisé. Et donc elle était une espèce de super-héroïne. Et à travers l'histoire, on se rend compte que l'histoire de son personnage, c'est que
En fait, son père était mort parce que son père était un super-héros qui avait sauvé le monde il y a 15 ans. Et il avait disparu et on ne savait plus où il était. Et elle vivait ça un peu mal. Et si elle était un super-héros, c'était un peu pour, à un certain niveau, essayer de montrer qu'elle pouvait être aussi fort que son père. Et peut-être lui, bon, voilà. Au milieu de l'histoire, il y a une scène où elle se retrouve capturée par le méchant. Elle est en prison. Et je monte sur scène. Et en fait, on commence la scène et elle découvre que je suis son père. Et son père, en fait, était capturé depuis 15 ans par le méchant. Et elle le retrouve en prison et il est toujours en vie. Et en le jouant avec elle, c'était très fort. On l'a joué très simplement, c'était pas un gros délire, mais vraiment, le retrouvaille, c'était une très jolie scène. Et après, l'histoire continue, voilà, on a plein d'histoires délirantes de super-héros. Et la fin de l'histoire, c'est un moment où, en fait, elle doit faire un choix. Soit son père, en fait, doit se sacrifier pour sauver le monde, parce que bon, il y avait toute une histoire autour de ça, ou soit, en fait, elle sauve son père, mais le monde va être détruit. Et encore, c'était un moment très fort où elle devait faire ce choix. Elle a fait le choix de laisser son père partir. Donc, elle sauve le monde, son père se sacrifie, il meurt, mais elle a sauvé le monde. Et c'était super joli comme histoire. Et à la fin, je discute avec elle, parce que forcément, après, voilà, dans les coulisses, je le remercie. Et je dis merci, c'était super, j'ai passé un très bon moment, c'était comment pour vous? Et elle me dit, bah, écoute, c'était génial, je me suis éclaté. Et en fait, je sais que vous ne savez pas, mais en fait, j'ai perdu mon père il y a 2 semaines. Et quand tu prends ça, tu fais, wow, ok. Mais ce qui était génial, c'est qu'elle me disait ça, mais avec un grand sourire. Et elle me remerciait, elle me dit merci parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc ça, c'est un moment où tu fais, wow, ok. Ouais. C'est que même dans une histoire un peu délire, super-héros, tout ce que tu veux, voilà, on dit souvent l'impro, c'est léger, c'est un peu idiot, tout ça. Ouais, mais à l'intérieur de cette histoire, il y avait quelque chose de très humain qui était très chouette. Et le public l'en ressentait aussi. Et c'était joli, donc ça, c'était un très joli moment. Merci d'ailleurs pour de nous partager cette anecdote. Et est-ce que vous avez des recommandations particulières de livres, de professeurs ou d'art pour que les gens progressent Oh, livre, il en a un paquet. Tu peux regarder sur mon site web. J'ai une page sur mon site web qui s'appelle Livres, où je mets toute une liste de livres qui je trouve sont intéressants à lire pour l'impro. Il en a beaucoup, hein. Forcément le livre de Keith Johnston, donc Impro, improvisation et théâtre, qui existe en français. Donc ça, c'est un avantage, parce que c'est vrai qu'en français, il y a peu de livres sur l'impro. En anglais, il en a un paquet. Il y en a un qui sort tout loin maintenant, c'est n'importe quoi. Surtout aux États-Unis, ils sont en train de créer le livre comme des dingues. Mais en français, il y a très peu de livres sur l'improvisation, il y a un poignet. Donc celui de Keith est bien. Après, ouais, il y a 2-3 autres. Le livre de Vogler existe aussi en français. Ça s'appelle Le Guide du scénariste en français. Donc ça, c'est intéressant sur la notion de le voyage des héros. Puis après, il y a plein en anglais, mais regarde mon site. Alors, je renvoie vers le site. Et enfin, alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'improvisation de manière plus globale en France, on va dire. Et justement, quelle est ta vision de l'impro en France en tant que le loisir, dans l'éducation Ça a beaucoup changé. Hein. Comme on avait dit, quand je suis arrivé en France, l'impro était très peu connu que sous la forme de soit le match ou un cabaret d'impro. Et il n'y avait pas grand-chose qui se passait d'autre que ça. Si on faisait autre chose, je me souviens des affiches où c'était marqué « improvisation expérimentale », qui voulait dire que ce n'était pas un match ou un cabaret, en fait. C'était autre chose, tu vois, c'était expérimental. Aujourd'hui, les francophones sont vraiment ouverts sur le monde de l'improvisation. Et aujourd'hui, en France, c'est très, très riche. Je trouve même, la France, en ce moment, c'est un pays, je trouve très intéressant pour l'impro. Parce que l'improvisation est jeune en France par rapport à l'Angleterre, les États-Unis et tout ça, parce que l'Angleterre, c'était, je sais pas, autour des années 60, 50, on va dire que ça a commencé, les États-Unis, les années 30. Tu vois, ça arrivait que dans les années 80 en France. Donc c'est assez jeune, mais c'est arrivé à un stade maintenant où c'est en pleine évolution, en fait. Et les Français sont ouverts à plein de trucs, ils bouffent de l'impro, ils essayent de choper tout ce qui se passe dans le monde. En plus, avec l'Internet aujourd'hui, ils ont vraiment la capacité de choper tout ce qui se passe. Il y a plein de gens qui passent. Et surtout, ce que je trouve intéressant en France, c'est que les Français, pour l'instant, n'ont pas tombé dans le piège de faire le petit clic, style nous on fait de Keith, nous on fait de Del Close, nous on fait comme si. Et c'est un peu
parfois le problème qu'on a en Angleterre ou aux États-Unis, c'est qu'il y a un peu les petits clics qui se sont créés et ils s'engueulent entre eux sur qui fait le meilleur style d'impro. J'ai l'impression qu'en France, on est beaucoup plus libre, on mélange les choses beaucoup plus facilement, très ouvert, et les gens mélangent les styles et les idées, et même se mélangent entre eux dans les groupes, dans les spectacles. Et ça, je trouve ça très positif. Et pour l'instant, en France, c'est un pays très créatif dans l'impro. Et justement, il y a des capitales de l'impro dans le monde. Oui, Chicago, c'est parce que grosso modo, on peut à un certain niveau considérer Chicago comme le berceau de l'improvisation contemporaine, on va dire, dans les années 30. Donc oui, Chicago, c'est un peu un mec de l'impro, et il y a deux gigantesques écoles de l'impro qui sont très connues, Second City et I.O. À Chicago. Donc voilà, donc ça c'est un peu le plus gros, on va dire. En France, après, il commence à avoir les villes aussi qui sont très attachées à l'impro, mais encore, il y a plein de choses qui se passent. Et attention, j'ai une question très profonde. Au fond, qu'est-ce que tu cherches à transmettre, toi, quand tu... Oh. Tu vois, compliqué comme question. Ouais, qu'est-ce que je cherche à transmettre? Bah, c'est très global. À travers tous mes ateliers, j'espère transmettre une liberté de création, donner aux gens les outils pour qu'ils soient plus libres et plus créatifs. Je pense que s'il y a une chose qui peut-être englobe tous les divers ateliers que je fais, que ce soit masque ou long form ou short form, je ne sais pas quoi, quelle thématique, je pense qu'au bout, l'objectif, c'est de libérer les gens et les aider à être plus créatifs sur scène et plus libres dans leur domaine. Très bonne réponse, il n'y a pas de... Ok, ça va. Et est-ce que, alors c'est directement relié, est-ce que tu es persuadé aujourd'hui que ça aide dans la vie de tous les jours? L'improvisation, c'est une technique pour peut-être apprendre à... Ouais. Ça, au sein des entreprises, est-ce que ça devrait être enseigné plus? De toute façon, j'entends depuis des décennies les gens qui disent pourquoi on fait pas ça dans les écoles. Je pense que dans les écoles, oui. Ah ouais, je pense que toute personne qui a pris un cours d'improvisation et qui a aimé ça, et c'est 99% des gens en général, les gens quand ils font un cours d'improvisation, ils reviennent et une fois qu'ils ont mordu, ils lâchent plus jamais. J'ai très rarement vu les gens qui font un impro pendant un ou deux scores et puis disent non, finalement c'est pas intéressant. Une fois que les gens sont dedans, ils trouvent une liberté, un vrai bien-être en fait, où on s'enlève énormément des emmerdes et de stress de la barrière sociale qu'on se met en place. Et on découvre juste nous-mêmes à notre niveau le plus basique et les interactions le plus basiques. Et ça fait vachement de bien en fait. Et je pense que pour ça, c'est utile. Et je sais qu'il y a un grand débat depuis des années sur le fait que ça devrait être dans les écoles. Jamel Debbouze a essayé de pousser ça un peu dernièrement avec François Hollande qui est allé voir les matchs d'impro. Et je pense que Jamel était assez fort. Il avait envie, je crois, d'essayer d'imaginer un programme scolaire autour de ça. Donc c'est quelque chose, je pense que c'est génial. Je pense que les cours d'improvisation à l'école, ça peut forcément aider les gens à être mieux dans leur peau, peut-être mieux dans leur capacité de communiquer simplement et de se libérer d'énormément de pression qu'on se met dans le quotidien, d'être bien, de réussir. Et ça peut ne que faire du bien, je crois. Et alors, pour finir, où est-ce qu'on peut venir te voir jouer, nous, aujourd'hui? Alors là, en ce moment, mais ça change régulièrement, mais en ce moment, je joue un spectacle qui s'appelle Bio. Donc ça c'est au Comédie du Boulevard, ça c'est 4 fois par semaine à Paris. Et puis j'ai un autre spectacle qui s'appelle Trio, que je ne joue pas à Paris cette saison, je joue un peu en tournée, un peu dans les festivals partout. Donc voilà, je tourne dans ces deux spectacles pour l'instant. Et puis il y a d'autres spectacles qui vont venir. Mais encore sur mon site web, j'essaie de garder les actualités de mes spectacles et tout ça. Donc il y aura d'autres choses à venir. Ok, bon je renvoie vers votre site du coup pour tout le reste, l'actualité, votre biographie, etc. Et puis je vous remercie de nous avoir donné un peu de temps aujourd'hui. Plaisir. Et voilà, à bientôt.